faut être curieux. Enfin, de toute façon, on va pas dire que c'est un milieu où il y a beaucoup d'informations, on en retrouve de plus en plus. On voit bien que même la DGA vient de refaire son site sur le côté recrutement. Donc vraiment, aller vers les gens, chercher. Il y a des événements, il y a des acteurs. Les ministères font des actions de plus en plus de visibilité sur le recrutement, les trajectoires. La Fabrique Défense a été l'exemple parfait. On le voit bien, certes, il était à Paris le week-end dernier, mais en même temps, il y a eu plein d'actions au niveau régional avec des événements labellisés qui permettaient justement de rapprocher la population des armées, de leur présenter ce qu'ils font. Donc c'est vraiment déjà la rencontre, la curiosité. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous rencontrons le jeune président de la Fédération Atlas, une structure qui rassemble 11 associations étudiantes de la défense. Avec lui, nous allons parler des perspectives d'avenir pour les lycéens et étudiants qui aimeraient se destiner au métier de la défense et de la sécurité. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Steven, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, donc Steven Lemanac, j'ai 32 ans, je suis président d'Atlas, la Fédération des associations de défense, qui rassemble actuellement 11 assos, essentiellement étudiantes, donc, de la place parisienne. Donc on retrouve des associations comme Sciences Po, comme Assas, Parole de Défense, le N2CQDF, ILERI, des FinSec pour HEIP et plein d'autres comme Nemrod, enfin je ne les liste pas tous, et les jeunes IHEDN qui sont un peu l'exception pour le coup, vu que c'est la seule asso qui n'est pas rattachée à une école ou à une université. Donc voilà, gros mouvement et grosse inertie en ce moment de la part de ses présidents. D'accord. Quel a été ton parcours ? Alors comment je suis arrivé à la fonction de président ? En fait, j'ai été engagé historiquement dans les jeunes IHEDN. Naturellement, pour arriver à président d'Atlas, il fallait déjà un engagement associatif en amont. Donc j'avais commencé en 2017 au sein des jeunes IHEDN en étant ambassadeur dans un premier temps. Donc je faisais office du relais de l'association au sein des écoles et universités. En l'occurrence, à l'époque, j'étais à l'école de guerre économique. Derrière, j'ai pu m'engager au sein du comité cyber, donc une thématique qui me tenait à cœur, avant d'être retenu pour être au comité directeur, où à mon tour, j'ai occupé la fonction de responsable des ambassadeurs. Donc pour le coup, une mission que j'avais connue 2 ans avant. Et justement, je comprenais les limites et les difficultés qu'il y avait d'être ambassadeur dans son école. Souvent, on était des personnes isolées, on n'avait pas d'association, on ne portait pas le nom d'une association reconnue au contact de l'école. Donc pour le coup, on n'avait pas de subvention financière ni d'aide au niveau matériel ou logistique. Naturellement, après, certaines écoles sont facilitateurs, mais on se retrouvait rapidement à être, on va pas dire isolé, mais compliqué à lancer une inertie sans le soutien de l'école. Donc tu es passé par l'école de guerre économique ? Tout à fait, c'est bien ça. Suite à une première école de commerce à Nantes, j'ai eu la chance de rejoindre l'école de guerre économique où j'ai fait un cursus sur 1 an. J'avais découvert cette école suite à une formation que j'avais eue justement dans mon école de commerce où on avait une obligation d'avoir quelque chose comme 20 heures de cours. Je trouvais ça très intéressant. C'est là que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier sur les sujets de défense. Je les suivais déjà un peu en amont parce que j'ai failli m'engager à plusieurs reprises au sein des armées. Cependant, j'avais eu la chance de continuer mes études, donc j'avais continué de le cultiver. Et l'école de guerre économique, un peu, on va pas dire été la révélation, mais c'est sûr, a amplifié certaines fibres que j'avais historiquement par rapport à ça. Ça se passe comment les cours en école de guerre économique, ça consiste en quoi ? Il y a une particularité par rapport à une école de commerce ou une fac ? Alors il y a une particularité au niveau de l'école de guerre économique, c'est que de toute façon, on a des thématiques qui sont analysées au niveau de tout ce qui est veille, tout ce qui est thématique potentiellement d'influence, comment marche le cyber pour ceux qui ne connaissent pas, de l'analyse, beaucoup d'analyse naturellement, mais vraiment pas mal de thématiques assez diverses, un engagement associatif qui est assez fort. Et en plus de ça, on a des projets. Souvent, avant chaque vacances, on est 1 semaine en projet avec une restitution le dernier jour qui nous, naturellement, qui nous permettent de faire une synthèse de la période, comme souvent on le retrouve chez les militaires, mais en fait, on apprend beaucoup de choses sur une phase donnée et à la fin, on a la synthèse. Et là, ni plus ni moins, c'est ça.
On avait entre 2 et 3 mois de cours et à la fin, une semaine de synthèse, on devait réutiliser toutes les compétences qu'on avait développées. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprends dans ce genre d'école et plus largement dans des cursus liés à la défense? Finalement, à l'école de guerre économique, on apprend beaucoup de choses. Naturellement, toutes les problématiques, on va dire, si on peut dire de souveraineté, c'est pas tout à fait le terme souverain que j'entends par là, mais plutôt le côté sur comment analyser quelle est l'importance de notre industrie pour l'évolution du pays, les problématiques qu'on peut avoir sur les aspects financiers, les adhérences ou les dépendances trop fortes qu'on peut avoir des fois à certains pays ou blocages qu'on peut se retrouver. Donc justement, le but est comme l'avaient fait en 1994 les premiers rapports, de réussir à avoir une force, un levier pour que la France, quand on veut prendre des orientations, en fait, qu'on puisse le faire de manière autonome, tout en ayant assez peu d'impact sur, qu'on puisse l'engager, l'action quand on le désire, ni plus ni moins, dit comme ça. En ce moment, l'actualité est assez riche sur ces thématiques-là, des géopolitiques, de conflits, de tensions. Comment toi tu vois tout ça avec cet enseignement que tu as reçu? On voit bien qu'en ce moment on a beaucoup d'adhérence, que ce soit sur les sujets militaires, en ce moment où on voit bien donc, déjà la problématique Mali qui est un peu particulière. On va voir, je crois qu'il y a eu un communiqué aujourd'hui qui disait que dans 15 jours l'État français allait se positionner sur notre positionnement, si on retirait les troupes, si on les restait. Là, on va attendre les 15 jours et puis on verra comment ça évolue, mais c'est sûr qu'on a beaucoup d'adhérence et on voit bien que finalement le problème est parti à la base d'un de nos partenaires avec qui on avait confiance, et on a confiance et on travaille avec eux, en l'occurrence c'était le Danemark, et suite à un problème, je ne sais pas si on peut dire de communication, mais en tout cas de double message avec le gouvernement malien, on se retrouve déjà eux à être retirés. Ça a suivi rapidement avec la Suède, qui normalement dirigeait en plus Takuba à ce moment-là au Mali. Et donc maintenant on se retrouve la France dans une situation un peu particulière, avec beaucoup d'hommes engagés. On voit bien qu'on commence en plus à entendre parler de la Roumanie, donc il va falloir avoir une vue d'ensemble, on va dire ça comme ça, pour choisir ses combats, si on peut dire ça. Et sur la partie plus géoéconomique, du coup, en termes de géopolitique avec l'accent économique, puisque je pense que c'est ça que tu as appris aussi. C'est ça qu'on apprenait, c'est de croiser dans cette école. Et on voit bien qu'on sait que si on a été historiquement au Mali, il y avait le côté humain naturellement. Il y avait des intérêts, il y avait l'histoire, l'influence de la France. Typiquement, une des grandes thématiques de l'école des guerres économiques, le côté influence, le côté culture. Quelle est la relation qu'on a eue avec des pays qui étaient partenaires, qui sont alliés, qui le sont encore, même si la situation est un peu particulière. Et justement, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Une implantation sur le théâtre géopolitique. Et derrière, quel est le rayonnement que la France peut avoir sur l'Afrique et les pays historiquement francophones? On voit bien que sur la partie africaine, c'est très dense. Si on parle par exemple de tout ce qui est les Russes qui arrivent, la Turquie qui est très dynamique, les Chinois. Donc c'est vraiment une zone d'avenir, l'Afrique. On le voit bien sur les projections démographiques où normalement ça devrait être le premier continent sur le plan de la croissance. Et je ne vois pas la France ne pas y être et en même temps soutenir nos partenaires locaux pour les accompagner dans cette dynamique. Aujourd'hui, tu travailles dans l'univers de la cybersécurité, de la cyberdéfense? Je travaille exactement sur les aspects cybersécurité. J'ai toujours apprécié un peu la tech, les ordis, à essayer de démonter des petites choses, gratouiller un peu dans tous les sens. Et donc c'est comme ça que finalement je suis arrivé à travailler dans la cyber post-école de guerre économique. J'avais différentes options, différentes possibilités de carrière. Cette option, c'est celle que j'ai retenue parce que je m'y retrouvais le plus. J'ai des collègues qui sont retrouvés de promo plutôt sur les aspects purement intelligence économique au sens analyse typiquement du blanchiment d'argent pour des entreprises ou essayer d'aller dans les cabinets d'influence ou de relations publiques ou des choses comme ça. Pour ma part, je me sentais plus aller vers la partie cyber et le conseil aux entreprises pour commencer ma carrière. D'accord. La cyber, c'est un univers passionnant et d'actualité et même d'avenir. On a eu l'occasion de recevoir le général Tisser qui commande la cyberdéfense à Ballard dans le podcast et il nous parlait de cyberdéfense mais aussi de cyberattaque.
Est-ce que tu pourrais nous vulgariser ce que c'est une cyberattaque, par exemple? Une cyberattaque, si on prend ce qui est à la mode en ce moment, parce qu'en fait il y a beaucoup de types de cyberattaques différentes qu'ils peuvent avoir. Ça dépend vraiment de l'effet escompté des hackers. Finalement, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Quelle est la cible? Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif est de prendre la main, je ne sais pas, si on prend ça sur un côté militaire, la main sur un véhicule, et que potentiellement, vu qu'on achète nos véhicules par série, si on arrive à prendre la main sur un véhicule, on peut le prendre sur une flotte de véhicules. Est-ce que c'est mettre la main sur des informations? Si potentiellement c'est des informations sensibles issues de projections militaires qu'on doit faire prochainement, ça commence à être délicat. Si l'ennemi sait où nous attendre, c'est où potentiellement on doit aller mettre le pied à terre, se faire parachuter, on n'aura pas le même accueil à la fin. Et après, tout ce qui est potentiellement, on en parle un peu moins, mais tout ce qui est intégrité des informations. Donc potentiellement, on pense avoir une information qui est bonne. Entre une personne A et une personne B, l'intégrité de cette donnée est modifiée. Et potentiellement, derrière, si on devait aller à un point A et qu'on se retrouve finalement à un point B, et que pareil, on a un accueil qui peut être plus ou moins chaleureux, ça peut être un peu plus délicat. C'est des exemples un peu macro sur la cybersécurité, mais finalement, il peut y avoir beaucoup de choses. On le voit bien encore typiquement avec la publication qu'on a eue sur le ministère de la Justice il y a 10 jours, où on annonçait que le ministère de la Justice avait été attaqué et qu'ils avaient 14 jours pour payer la rançon. Je ne sais pas s'ils l'ont payé, pour le coup, je ne suis pas dans ces petits papiers. Mais en tout cas, on voit bien que les premières fuites de documents qui ont été faites aujourd'hui montrent que ce n'est pas le ministère de la Justice qui a été touché, c'est une entité, je crois que c'est un cabinet d'avocats pour être exact, donc rien à voir avec le ministère de la Justice, c'est juste qu'il a été nommé dans la note de ce que j'ai compris. D'accord. Revenons un peu sur la partie formation, parce qu'on n'a pas eu l'occasion encore d'interroger des gens qui sortent depuis pas très longtemps d'un cursus, et notamment un cursus géopolitique comme le tien. Et comme tu fais partie d'une structure qui a fédéré des associations d'étudiants, d'anciens étudiants, quel regard tu portes sur toutes les formations qui sont disponibles en France et le niveau de formation et de connaissances et de compétences qu'arrivent à acquérir les jeunes? Les jeunes, c'est un bien grand mot, mais en tout cas les futurs acteurs de la défense et de la sécurité. On remarque que depuis 2-3 ans, le nombre de formations se développe à vitesse grand V, je pense que c'est le terme. On le voit bien, je crois que sur les 2-3 dernières années, il y a des formations qui sont sorties en renseignement soit humain, soit technique, ce qui n'était pas trop le cas avant. Après, il y a toujours les formations historiques qui sont là, mais on a fait il n'y a pas longtemps un recensement, on n'a pas fini encore justement, parce qu'en plus, il y a vraiment des formations de niche ou qui sont dans les plus petites universités, donc compliqué d'en avoir la visibilité. Mais on arrive à se retrouver à peu près sur 40 spécialités, 40 diplômes de Master 2, je dis bien. Après, derrière, si on tire le fil avec tout ce qui est licence, le lycée avec les classes défense, donc là on est en dessous le bac naturellement, mais on voit déjà qu'il y a déjà une fibre défense qui se cultive. Je pense que par an, je ne serais pas surpris qu'on ait au moins 1300 personnes qui sortent de formation avec un fort intérêt pour le monde de la défense. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être intégrés à l'administration ou les industriels, mais en tout cas qu'ils ont une fibre et qu'ils vont sûrement essayer de converger vers ce secteur d'activité. Malgré que maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de possibilités, parce que les industries se multiplient, parce qu'il y a des startups qui gravitent autour du monde de la défense. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de gens qui peuvent être employés assez facilement. Ouais, tu penses qu'il y a vraiment un avenir professionnel de plus en plus important dans ces domaines-là? Je pense que oui, naturellement. On le voit bien encore qu'il y a eu des annonces faites aujourd'hui. Ça tombe bien, on est en temps de campagne, donc tout le monde commence à parler pourcentage. On voit bien que tout le monde annonce des augmentations du budget encore de la défense. Je crois qu'il y a l'objectif des 3% qui a été annoncé par plusieurs candidats. 3% du PIB. Du PIB, tout à fait, exactement. Sachant que si je ne me trompe pas, sur le mandat Macron, ils étaient engagés sur 2,5% en moyenne. Donc ça fait encore 0,5% supplémentaire, ce qui n'est pas anodin. J'ai plus le rapport en milliards, mais je crois que ça va faire un plafond à 40 milliards ou quelque chose comme ça. Donc on commence à être sur des sommes qui commencent à être plus que sérieuses. Et naturellement, une grosse partie est faite pour le ministère.
Mais le reste est aussi fait pour alimenter la BITD, donc l'industrie de défense qui est en face, dont les startups, qui sont de plus en plus, on le voit, agiles ou plus faciles. Enfin, c'est plus facile pour eux de répondre aux besoins du ministère, de ne pas attendre un programme. Le fait qu'ils aient un investisseur externe, finalement, leur permettre de prendre les devants et de développer des technos qui ne le sont pas. Si je prends le cas de la cyber, on en parlait juste avant, mais on voit bien que tous les gens soit qui viennent du ministère, soit qui viennent de la DGA ou d'autres entités, en ce moment, créent beaucoup de startups. Et on le voit sur le bassin rennais, la quantité de startups qui sont créées issues d'acteurs du ministère. C'est pas anodin, c'est qu'ils ont un besoin, ils savent que le besoin n'est pas couvert, ils ont l'expertise technique et potentiellement commerciale. Ils ouvrent les structures et souvent leur premier client derrière, on le voit bien, c'est le ministère. Ouais, un seul client en plus suffit pour faire une entreprise, une start-up comme ça, quoi. Exactement, et puis en fait quand on voit dès le début que le ministère, en plus le ministère des Armées, qui est parmi les ministères les plus matures sur les aspects cybersécurité parce que des enjeux opérationnels derrière, sont prêts à les signer, ça rassure déjà les autres ministères, ça rassure le privé, industrie de défense ou pas, mais pour dire que la techno doit vraiment être au rendez-vous, qualitative, parce que le ministère l'utilise pour soit surveiller, soit potentiellement, s'ils ont les capacités, utiliser ça autrement, quoi. En plus, la partie cyber du ministère des Armées recrute, ils communiquent beaucoup sur ça, ils recrutent beaucoup des milliers de cybercombattants. Il y a aussi cette impression qu'ils ont quand même un peu du mal à recruter parce qu'il y a aussi il y a de l'autre côté les industriels qui ont des besoins aussi. Il y a un rapport de force qui est assez impressionnant, on va dire ça comme ça. Le ministère a un gros besoin de ressources parce qu'on a décidé depuis 2-3 ans de mettre l'accent sur le cyber. Et on le voit bien, le ComCyber a pris un grand élan il y a 3 ans de mémoire, 3-4 ans. On voit bien que ça a été passé de main en main avec au début, si je ne me trompe pas, l'amiral Coustillère. Et puis maintenant le nouveau responsable du ComCyber. Il recrute en moyenne de mémoire, je crois que c'est 1500 personnes par an, ce qui n'est pas anodin. Et vraiment pour tout type de profil. Naturellement, plutôt des profils techniques. Mais je crois qu'à un moment, ils recrutaient aussi des profils juristes pour connaître leur liberté d'action sur le cyberespace. Et ça a été prouvé l'année dernière, après que les 2 notes qui ont été sorties par le ministère, donc sur la LIO, lutte informatique offensive, et la L2I qui est sortie cette année, lutte informatique d'influence. Donc vraiment 2 champs au début où le ministère se positionnait plus en défense, et là pour le coup en attaque et influencer en même temps les pays en amont d'une attaque peut-être plus d'envergure. Et devenir cybercombattant, ça t'intéresse pas ? Pour être cybercombattant, on a des obligations, en l'occurrence des obligations sur la partie athlétique, santé. Moi je sais que je n'étais pas éligible parce que j'ai une aptitude, donc pour le coup je ne peux pas l'être. Et justement j'en ai encore rediscuté il y a peu avec le ministère et la personne en responsabilité sur les recrutements. Mais en fait, tant que cette barrière est présente, en tout cas dans le cadre de mon inaptitude, je ne peux pas être employable. Et après, naturellement, il y a l'âge qui prend le dessus, arrivé à un certain temps. Mais je pense qu'il y a un axe de réflexion à avoir par le ministère sur ça, où justement beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ont une aptitude auditive, de vue, de couleur, enfin peu importe, il peut en avoir beaucoup. Mais finalement, la cyber, certes, on veut entretenir l'esprit combattant, je pense, malgré qu'on reste derrière des ordinateurs. Mais il y a peut-être des aptitudes opérationnelles qu'on n'est pas obligé d'avoir avec la même profondeur que des personnes qu'on projette sur des terrains rustiques, si on peut dire ça comme ça. Bien sûr. Même en termes de civils aux armées, il y a aussi des aptitudes à avoir. Même en tant que réserviste, en fait, on doit respecter les mêmes conditions. Donc, pour le coup, j'ai essayé naturellement de me rabattre sur cette option-là. Et je me suis retrouvé dans les mêmes conditions. Donc, je sais que le sujet est en réflexion, côté ministère. Pas pour mon cas naturellement, mais de manière plus générale, parce qu'ils sont obligés de se passer de certaines expertises qu'ils ont besoin, mais que finalement la personne qui a cette expertise est inapte, ou en tout cas ne répond pas à toutes les conditions. Donc peut-être que le sujet va évoluer dans les jours et les années à venir. En tout cas, je le souhaite pour le ministère, pour qu'ils trouvent les spécialistes qu'ils cherchent et que potentiellement ne rentraient pas dans les cases initialement. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément dans la complexité à recruter du premier coup.
les jeunes qui composent les associations qui composent Atlas, est-ce que vous avez analysé la part qui part dans les armées ou dans le ministère de l'Intérieur pour d'autres missions de sécurité et par rapport à ceux qui partent dans l'univers industriel civil? On va dire qu'on n'a pas fait d'analyse sur les chiffres, on voit bien cependant les tendances. Naturellement, beaucoup de gens cherchent à aller vers le ministère pour des raisons simples. Hein. Souvent, les sujets sont un peu plus sexy, un peu plus moteurs, on se sent acteur au quotidien. Quand on est côté industriel, on va plutôt faire ce qu'on peut appeler du soutien. Soit si on est dans l'informatique, on va essayer de créer des solutions. Si on est chez du Nexter, Arcus, Safran, on va développer des avions, des chars, des véhicules, mais dans le but d'aider, de soutenir finalement le ministère dans l'emploi au quotidien. Donc, naturellement, beaucoup de gens essayent de s'irriguer vers le côté ministère en intégrant les problématiques naturellement de salaire. Hein. Souvent, les salaires du ministère sont plus faibles, l'évolution financière est beaucoup plus longue. On a des contrats sur 3 ans, sauf si on fait les concours. Donc c'est quand même des risques hein, finalement, parce qu'on est en CDD au début de la carrière, qu'on est dans le ministère, sauf si on fait Saint-Cyr pour être officier, ou Saint-Maxence si c'est le choix de certains. Et après, il y a l'option catégorie A, mais quand on voit les quantités de candidats pour le nombre de retenus, c'est compliqué. Donc finalement, beaucoup se retrouvent en CDD sur des postes de spécialistes. Par rapport au monde de l'industrie, où là, on ne va pas dire que c'est plus facile, ça serait mentir. Il y a des entretiens, il y a des processus de recrutement, mais on voit que souvent le salaire est plus intéressant, l'évolution est plus facile. On n'est pas employé au quotidien sur des théâtres d'opération comme certains aimeraient le faire. Mais après, c'est des choix et c'est en fonction des obligations de chacun et des spécialités. Ça peut être intéressant. Je vois des diplômes qui sont typiquement en géopolitique ou en analyse démographique. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Et on voit bien même que le ministère emploie maintenant certaines entreprises pour faire ces analyses en amont. Donc on commence à avoir de plus en plus de ponts. J'ai l'impression que le ministère commence à faire tomber de plus en plus de barrières pour travailler avec les industries et que finalement moins tout porter en propre. Et je pense que c'est ça qui va être plus intéressant, parce que ça va faire évoluer et les industries et en même temps partager les technos ou le savoir qu'avaient développé les TATIC. Est-ce que vous remarquez une certaine forme de fuite des cerveaux? Est-ce que les gens qui font ces formations ont tendance à partir travailler aux États-Unis pour des industriels à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs? Et bizarrement, dans les cursus défense, je pense que justement le côté patriotique, si on peut dire ça comme ça, est assez développé. Et j'ai peu d'échos de personnes qui partent à l'étranger. Si c'est des gens qui partent à l'étranger, c'est plutôt dans le cadre, on va dire, politique en tant que tel. C'est pour aller accompagner des décideurs européens, enfin français, mais positionnés au niveau européen, et finalement les accompagner sur les problématiques défense. Mais finalement, c'est défense au sens Europe de la défense à l'UE. Mais ils ont toujours pour objectif de graviter autour de la France, ou en tout cas de revenir à Paris. Je dis Paris, mais parce que c'est là qu'il y a les différentes états-majors, mais souvent ça gravite beaucoup sur Paris ou après les antennes régionales en province par rapport à ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a une part importante de ces gens qui partent sur les écoles d'officiers, par exemple à Saint-Cyr? Je pense pas qu'il y en ait tant que ça actuellement au niveau des relevés. Cette année, on va bien voir en fin d'année. Mais je suis pas sûr qu'on ait, sur les 11 associations, je suis pas sûr qu'il y ait 15 candidats. Et encore pour aller faire les contrats, comment dire, pas passer par le Saint-Cyr classique sur les 3 ans, mais vraiment intégrer sur la dernière année pour être derrière officier sous contrat. D'accord. Ouais. Ah, donc c'est quand même des gens qui se destinent pas forcément à faire à s'engager en tout cas dans l'uniforme, enfin prendre l'uniforme français de cette façon, quoi. Je pense qu'il y en a qui veulent le faire. Souvent, les personnes qui ont eu le déclic au sein du Master 2, hein, Master 1, Master 2, c'est que soit ils ne connaissaient pas assez bien le sujet, soit ils l'ont découvert un peu tardivement et donc ils veulent récupérer cette branche. Moi, j'en avais eu 3 quand j'étais à l'école de guerre économique, donc vraiment, ça peut dépendre. Souvent, les gens, ils font des prépas. Enfin, beaucoup de gens, pour aller en université, ou en tout cas les écoles qu'on a actuellement, font des prépas. Et derrière, ils tentent les concours, naturellement pour Saint-Cyr, avec plus ou moins de succès. Et souvent, quand ils
ils n'ont pas le concours à Saint-Cyr, ils se réorientent vers les facs et universités un peu plus généralistes. Et là, ça dépend. Ils peuvent le tenter une deuxième fois. J'ai l'impression que c'est quand même assez rare que les gens tentent 2 fois le concours Saint-Cyr. En tout cas, avec une pause de 3-4 ans entre les deux. Mais plutôt, par contre, ils intègrent l'industrie parce qu'ils ont un savoir qui peut être apprécié parce que soit ils ont préparé Saint-Cyr, soit ils ont fait un lycée militaire avant. Et donc finalement, ils ont quand même une appétence, une acculturation de la défense qui peut être plus sympa. Quand on doit travailler sur des programmes ou des contrats avec les militaires, quand on sait déjà parler on va dire leur langage, si on peut dire ça comme ça, en tout cas quand on connaît déjà les grades, on sait déjà respecter, on va dire, les officiers qu'on a en face, bah, naturellement c'est aussi plus facile pour un industriel d'actionner ça en visibilité client. Qu'est-ce qui pousse un jeune, un étudiant à aller vers ces métiers-là ou vers cette spécialité-là, tu penses? De rejoindre les armées directement? Ouais, ou ne serait-ce que continuer des études jusqu'à un Master 2 en défense ou en géopolitique, en lien avec les conflits, ce genre de choses. J'ai l'impression qu'ils ont surtout l'envie de servir, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment ça l'objectif premier, être utile, servir. Et on le voit bien parce que vu la quantité de personnes qui sont mobilisées dans le monde associatif, en tout cas finalement les assos de défense sont quand même plutôt chargés, il y a quand même beaucoup de monde finalement qui sont engagés. Quand on voit le ratio de membres dans le diplôme et de membres dans les associations, peu importe les universités ou les autres assos, le ratio est quand même assez élevé. Donc je pense que c'est vraiment des gens qui ont envie d'être utiles et de servir et de s'impliquer au quotidien. Et ça, on le retrouve chez tous les membres des associations. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque un petit peu dans notre société aujourd'hui? On entend parler de plus en plus on a entendu parler du SNU, il y a des thématiques, enfin des initiatives qui se montent aussi pour essayer de faire d'accompagner les jeunes en difficulté en utilisant un petit peu le moule militaire pour leur apprendre la discipline, le patriotisme. Quel regard tu portes toi sur tout ça? C'est vrai qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en place par le gouvernement. Quand on le voit, en particulier, on a beaucoup parlé du SNU. Je crois qu'on est encore en période d'observation pendant encore 6 mois de mémoire ou 1 an. Les constats seront faits à ce moment-là. J'ai pas eu de retour, on va dire, si vraiment ça avait mixé au début. L'objectif premier était d'essayer de mixer un peu les origines de chacun, de les faire se rencontrer, d'essayer de générer cet effet de cohésion et potentiellement derrière ce levier d'intérêt, sachant que faut pas oublier, ils font pas l'usage des armes, ils font des exercices, ils font du sport, mais finalement ça reste du militaire tout en étant un peu ludique en même temps, et ce qui est très bien comme approche, je pense. Mais en même temps, je suis pas sûr que c'est ça qui va faire le pont de l'engagement. Par contre, ça peut cultiver un intérêt plus ou moins fort sur la distance. Et c'est ça, je pense, vu que là on a les premiers qui sont sortis il y a 1 an, on va le voir dans 3-4 ans derrière si vraiment la filière se cultive et que derrière ça engage sur les recrutements. Et que finalement le ministère des Armées, eux qui ont des ambitions assez importantes, je pense qu'on va le voir rapidement s'ils commencent à nous dire allez-y un peu plus doucement niveau candidature, on est déjà plein. Mais bon, en tout cas, il y a des grosses ambitions côté ministère et j'espère que les projets avec le ministère de l'Éducation et le ministère des Armées de ce type-là vont continuer. Faire rencontrer les gens de différentes origines, c'est quand même plus ou moins important pour la suite. Dans les associations qui sont regroupées dans Atlas, en termes de type de population, on est quand même sur un standard ou au contraire il y a cette mixité qui commence à apparaître? On va dire qu'on est quand même sur un standard historique. On voit bien qu'on commence à se diversifier, mais le profil type des membres actuellement d'Atlas, on voit qu'on y est essentiellement de diplômes, comme on disait, géopolitique, juriste, Sciences Po, école de guerre économique. Des gens après qui ont plutôt un peu la plume, on les retrouve à travers l'association comme Nemrod ou les jeunes IHEDN, mais on voit bien que finalement on est quand même plutôt donc déjà sur des gens, comme on disait, bac plus 2, bac plus 5 minimum, des fois bac plus 3 avec certaines assos, et c'est très bien, qu'on irrigué vers Paris. Après par contre il y a souvent beaucoup de gens qui viennent de province initialement pour rejoindre ces diplômes-là. Et je crois même que dans le bureau d'Atlas actuellement, sur les 7 personnes, je crois qu'on n'en a que 2 qui sont de Paris initialement. Donc ça prouve bien que finalement, c'est quand même des gens qui viennent partout de France. Et que l'intérêt ou les diplômes, beaucoup sont à Paris, pas tous, loin de là, mais beaucoup, font que beaucoup de gens montent
Et donc finalement, ce échange se rencontre et évolue dans ce milieu-là. Et c'est une des forces d'Atlas aussi, c'est de faire rencontrer ces populations qui sont montées pour on va dire un intérêt, en tout cas l'intérêt des sujets de défense, et que peu importe d'où on vient en France, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, au Sud, finalement on se retrouve tous à Paris, et on le sait que plus ou moins, finalement on va faire nos 20 à 30 ans de carrière en se voyant, on va se croiser, se recroiser, peu importe les métiers, peu importe les grades, peu importe les spécialités, mais finalement c'est un écosystème qui va évoluer dans le temps, hormis ceux qui auront des possibilités pour retourner en province, parce que beaucoup c'est ce qu'ils cherchent, mais finalement on sait qu'on va évoluer ensemble et se croiser à différents niveaux. L'idée, c'est quoi? C'est de créer un réseau professionnel aussi entre ces futurs professionnels, qui sont déjà professionnels dans ce secteur? Atlas a vraiment plusieurs objectifs. La promotion des jeunes, promotion des compétences. Derrière, jouer sur levier insertion professionnelle, emploi. Là, j'ai un exemple typique qui nous vient, vu qu'on est en train de préparer un événement sur mai, un espèce de salon emploi, qui a pour but de rassembler les gens intéressés par la réserve, le monde associatif, les diplômes qui sont proposés, et en même temps derrière l'industrie et l'administration qui recrutent. On voit bien à peu près comment ça s'organise actuellement, c'est vraiment éparse, c'est compliqué d'avoir un lieu où on peut voir tout ce qui existe. Beaucoup d'élèves sont dans des écoles, ils ne savent pas qu'il y a une association de défense, mais en même temps ils sont intéressés. On voit qu'il y a des gens qui veulent faire de la réserve, mais en fonction des forces dans lesquelles on veut aller, de la spécialité, on se retrouve avec un panel de réserve qui est assez énorme. Et finalement, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On sait qu'on veut servir. On ne sait pas si on veut aller dans la terre, la mer, l'air ou le cyber maintenant. On ne sait pas si on veut plutôt faire du régiment, et souvent de l'OPEX, ou est-ce qu'on veut être en état-major. Les étudiants, ou pas que, ont souvent beaucoup de questions. Et là, on le voit encore, ce week-end, c'était la Fabrique Défense. J'ai une professeure de lycée qui est venue me voir. Elle m'a dit, moi je suis en responsabilité d'une classe défense. J'ai 30 jeunes actuellement qui veulent s'orienter vers le monde de la défense. Mais les diplômes, les possibilités sont tellement... il y en a partout, sur tous les sites, sur toutes les universités, que finalement ils ne savent pas où aller, quel est le meilleur, quelle est la spécialité, quel est le vernis que tel ou tel diplôme cherche à entretenir. C'est ça que les gens ont besoin de savoir. Beaucoup de gens derrière, à un moment, avaient la folie de l'emploi vers les métiers du renseignement. On le voit encore sur le concours catégorie A de la DGSE. Je crois qu'il y a eu 1700 candidats pour 15 places. Le ratio est quand même assez énorme. Surtout que quand on voit le rapport qui a été produit derrière, qui dit que finalement la qualité des candidats est plutôt faible, c'est là qu'on se dit que peut-être déjà il y a des gens qui ont été là-bas par opportunité, en disant on fait la tournée des concours et on verra bien si ça passe quelque part ou pas, sans avoir obligatoirement un peu plus de profondeur. Donc c'est là vraiment dans ce salon qu'on est en train de mettre en place, essayer de proposer, donc comme je disais, les 4 panels et des retours d'expérience, des mini-conférences en disant voilà vraiment ce que c'est d'être militaire, d'être officier, d'être dans le renseignement, d'être chez l'industriel, être commercial, parce que beaucoup de gens rêvent, parce qu'ils ont vu ça à la télé aussi, de faire du commerce d'armes au niveau international, le bon fantasme classique comme on a pu voir dans certains films, mais qu'est-ce que c'est opérationnellement? Parce que finalement c'est beaucoup de législatif, c'est beaucoup d'attentes du ministère des Armées ou de l'Éducation pour donner un go à la vente, pour des raisons géopolitiques. On le voit bien avec des sujets qui sont sortis sur des achats d'armes, de frégates ou des rafales, on le voit bien régulièrement dans l'actualité. Donc je pense que c'est vraiment ça le but d'Atlas, promouvoir l'insertion, trouver à ces jeunes l'objectif de ce qu'ils recherchent. S'ils étudient la défense, c'est vraiment pour ça. Et derrière, essayer de donner ce qu'on appelle la parole à la jeunesse, donc le fait qu'on soit plusieurs associations, essayer de porter un message fort ou des questions fortes vers les politiques, les industriels, l'administration. Et là, pareil, on est en train de monter un projet actuellement qui sera en mars normalement, de faire un débat sur les sujets défense avec tous les candidats. Je dis tous les candidats, je me précise, les 5 candidats en tête des sondages actuellement, parce que vu la quantité de candidats, naturellement, si on invite tout le monde, pas qu'on n'en a pas envie, mais c'est juste que le débat sera pas lisible et que finalement c'est pour poser une question à chaque personne pendant toute la soirée. Finalement on aura retenu assez peu de messages et c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre ça en place pour vraiment questionner, leur dire quelle est votre interprétation de la défense, où vous voulez aller, et nous derrière, est-ce qu'il y a des sujets écologiques, même si c'est pour le monde de la défense,
le côté recrutement, est-ce qu'il y a des conditions de travail, enfin, le sujet peut être très très large et on voit bien qu'entre les pourcentages, l'acquisition matérielle, le développement, la cyber, les nouvelles guerres, de toute façon, comme dit le CEMA de haute intensité, quelle est leur vision politique? Parce que finalement, c'est eux qui vont guider les choix stratégiques qui seront faits pour le pays, même s'ils n'ont pas historiquement la fibre militaire. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le fouillis dans les propositions en termes de défense et de sécurité. On a fait un podcast sur la question, on a commencé à débroussailler un peu les différentes propositions dernièrement et on reviendra dessus juste avant le premier tour. Et ça sera intéressant peut-être d'en rediscuter aussi à ce moment-là. Sur les questions de ce que vous proposez aussi, étant donné, tu en parlais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens qui montent leur start-up aussi, qui détectent, qui décèlent un besoin et qui lancent une activité. Monter une boîte, c'est un truc qui n'est pas anodin. Même quand on suit des cursus comme à HEC ou dans des écoles de commerce. Est-ce que vous accompagnez à ce niveau-là aussi? Vous donnez des informations, vous aiguillez? Pour le moment, on fait pas ça n'a pas pour but actuellement dans les statuts d'Atlas de créer des startups. Peut-être qu'un jour ça va venir et ça serait, je pense, une très belle conception parce que pour le coup, on accompagnerait les jeunes et les jeunes créeraient leur propre emploi eux-mêmes pour soutenir le ministère qu'ils voulaient soutenir initialement, ou en tout cas l'État ou l'industrie. Donc ça serait une belle trajectoire. Pour le moment, au vu de l'ancienneté d'Atlas, on ne va pas prendre cette option-là. Cependant, il y a une autre option qu'on a retenue en attendant, c'est d'aider des associations à se créer au niveau territorial. Potentiellement, il y a des facultés ou des écoles qui n'ont pas de groupe, on va dire, d'associations de défense. Nous, avec Atlas, actuellement, on leur propose de les accompagner dans la création et potentiellement partager les contacts, les réseaux, les lieux qu'ils peuvent visiter. Parce que je pense que ça intéresse naturellement le ministère de rencontrer de plus en plus, d'être plus proche des gens, au contact, comme ils disent, au contact de la population. Et ça passe aussi par les universités. Sans obligatoirement des buts de recrutement, mais juste de rayonnement. Est-ce que vous avez regardé au niveau international ce qui se fait de cette façon? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a aussi des assos de diplômés, d'écoles spécialisées ou des associations qui fédèrent d'autres assos dans ce domaine-là? On n'a pas regardé sur les pays étrangers. On avait justement, lors de vendredi dernier à la Fabrique Défense, un échange avec Madame la ministre Parly et la secrétaire d'État Sarah El Haïry sur l'Europe et la jeunesse, Europe de la défense et la jeunesse. Et justement, on avait ouvert cette parenthèse avec notre interlocuteur des jeunes européens. Et actuellement, il ne semble pas avoir à l'échelle européenne de fédération, si on peut appeler ça comme ça, qui rassemble des associations de défense. On sait bien qu'il y a des diplômes de défense dans différents pays. On le voit bien typiquement à La Haye, aux Pays-Bas, où il y a quand même pas mal de diplômes, ou en tout cas sur les aspects safety and security. Et parce qu'il y a des choix historiques, je pense, qui ont été faits par le Pays-Bas en vue de leur implantation géographique et leur choix opérationnel. Mais il n'y a pas de fédération. Peut-être qu'un jour Atlas évoluera vers ça, ou en tout cas quand déjà on sera assez fort et développé sur le territoire national, aller vers d'autres pays, essayer de faire des ponts. Et je pense que ça serait intelligent, surtout typiquement avec des pays comme l'Allemagne actuellement. On le voit bien, notre industrie avec les Allemands se mélange de plus en plus avec Airbus hélicoptère, avec Nexter maintenant qui s'est mélangé avec son homologue allemand. Et on voit bien que les programmes européens sont de plus en plus présents. Parce que naturellement, on fait des économies d'échelle et ça permet d'avoir des technologies un peu plus évoluées, toujours plus à chaque livraison. Donc non pour répondre dans l'immédiat à l'échelle européenne, mais j'espère qu'à un moment ça sera possible. D'accord. Est-ce que, pour parler un peu des diplômes et des formations qui sont proposées, est-ce qu'il y a une vraie importance du diplôme pour ensuite être recruté, soit par le ministère, soit par des entreprises de cet univers-là de défense? Ou est-ce que c'est plus l'expérience et le profil du candidat qui est important en dehors du diplôme? Alors je pense qu'il y a deux axes. Il y a l'axe, on va dire, jeune étudiant, où là le diplôme comptera, parce que naturellement ils n'ont pas leur expérience professionnelle. Finalement c'est leur titre qui jouera pour eux, leur titre du diplôme, et leur engagement associatif. J'ai eu l'occasion d'échanger avec des différents officiers au sein des armées, et même au sein d'industries. Le fait d'être passé dans une association, peu importe laquelle, finalement ça montre qu'il y a un engagement, une vraie passion pour ce métier-là. Et donc pour un recruteur, déjà ça rassure. C'est pas juste une personne qui va aller à l'école ou en université, faire ses 8h, 17h la journée,
faire ses devoirs le soir et plier les cahiers, puis en disant c'est bon, j'ai fini de travailler pour les sujets défense. C'est quelqu'un qui va s'investir le soir, s'investir le week-end, aller faire des visites, aller interviewer des sachants. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui a une compétence, un vernis complémentaire. On ne va pas dire que c'est prioritaire lors des recrutements, mais naturellement c'est une bonne carte à jouer à chaque fois. Et donc c'est pour ça que je conseille à toutes les personnes qui le peuvent et qui sont intéressées de s'engager, peu importe l'association, mais de s'engager dans une association de défense, parce que ça se valorise très bien. Et niveau employabilité, je pense que c'est un vrai atout. Et il faut mettre l'accent dessus. Ouais, c'est vrai que c'est une façon de détecter des profils qui sont capables de faire preuve d'altruisme, d'humilité ou de partage et de générosité, quoi. On voit bien que différentes associations, finalement, vont faire des visites. Alors on peut prendre le cas du GIGN par exemple, on sait qu'il y en a eu. On voit qu'il y a eu des échanges la semaine dernière avec l'association de Panthéon-Sorbonne, où ils sont venus faire un échange avec M. Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées. Enfin, le fait de cultiver des relations avec les différents ministères, à rencontrer les acteurs du ministère, naturellement ça paye un moment. Comme petite anecdote qui a fait rigoler tout le monde lors de la conférence, donc on était les 5 personnes avec les 2 ministres et tout l'état-major dans les tribunes, donc ça allait du CEMA, CEMAT, enfin vraiment tout le panel. Il y a quand même un jeune qui a osé prendre le micro, poser une question sérieuse devant tout le monde, et il a dit, ma deuxième question c'est est-ce que vous prenez des stagiaires, j'ai envie de travailler dans votre cabinet. Et le pire c'est que la ministre a pris son CV à la fin. Donc ça prouve que finalement, bon, lui il a été très audacieux et elle a su rappeler que l'audace paye, mais pour le coup, oui, travailler des proximités avec les ministres ou avec les généraux ou avec les officiers ou même des sous-officiers, ça paye. Enfin, pour moi, ça fait des ponts pour la suite. Comment on fait pour intéresser des jeunes? Comment on fait pour intéresser la jeunesse à, peut-être même plus largement en fait, la population française aux questions de défense et de sécurité? En dehors des périodes électorales où forcément on va en parler parce qu'il y a des logiques d'emploi, de finances. Je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. Actuellement, on voit bien que souvent, quand on entend parler du ministère des Armées, c'est par rapport à des leviers type des opérations qui ont plus ou moins bien le tourné, des blessés. Souvent, c'est ce qu'on voit quand on allume la télé. Hein, on ne va pas se mentir, quand on parle ministère à la télé, c'est soit une prise de parole parce qu'on engage des forces, soit parce qu'on annonce des blessés. Finalement, je pense qu'il y a peut-être plus de pédagogie à avoir. On le faisait aux alentours des 16-17 ans avec la fameuse journée JAPD. C'était une première chose, mais finalement, après, une fois qu'on avait fait ça, les jeunes hein, en général sont totalement isolés. Donc s'ils ne retournent pas vraiment vers le ministère, les recrutements ou les associations de défense, finalement, ils sont coupés et ils n'ont plus tout de visibilité. Donc je pense qu'il y a vraiment une pédagogie, potentiellement des jeux à voir, des explications, plein de manières de créer ces ponts et de s'en rapprocher. On peut le voir typiquement avec l'initiative LNX qui a été sortie, d'approcher le monde de la défense via les jeux vidéo. Donc ça peut être un sujet. On voit bien qu'il y a des associations qui ont sorti des jeux de société, des jeux de plateau. Peu importe le moyen, mais on voit bien que de toute façon le ministère de l'Éducation est intéressé par ces sujets-là parce qu'ils comprennent qu'il y a des vrais enjeux pour la suite aussi. Et il y a des échanges qui sont de plus en plus présents, je pense, entre les deux mondes. Et pour un jeune qui aimerait, qui est plutôt convaincu, qui est dans une classe défense, par exemple dans un lycée, et qui ne sait pas trop vers quoi s'orienter en termes de formation, comment il peut faire aujourd'hui pour savoir où frapper aux bonnes portes? Il peut venir déjà au salon qu'organise Atlas dans le premier temps. Peut-être qu'il y trouvera ses réponses. Après, c'est vrai je pense qu'il faut vraiment se rapprocher de connaisseurs, soit à travers des assos, donc déjà s'engager, même si souvent on ne peut pas s'engager en dessous de 18 ans, sur celle que j'ai en visibilité. Pourquoi pas, ça peut être une suite logique dans le temps, ça sera la surprise. Mais déjà aller voir un CIRFA, si l'engagement est militaire, d'aller dans un CIRFA, demander qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'ils recherchent, quels sont les attendus psychologiques, physiques, santé. Si derrière, on n'a pas pour but de rentrer dans les armées et de continuer les études, savoir exactement ce qu'on aime faire. Parce que faire de la comptabilité, faire du commerce, en fait, on peut le faire aussi dans les armées. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans les armées, faire du RH, enfin,
tout ce qu'on fait dans le civil, on peut le faire dans l'industrie, enfin chez les industriels. Donc après, c'est vraiment savoir ce qu'on veut faire et arriver à un certain niveau d'études. Je pense typiquement au Master 1, peut-être même licence. Prendre ce petit vernis, faire des stages dans les entreprises de la défense, faire potentiellement des préparations militaires, s'engager dans la réserve. Enfin, déjà, vraiment cultiver cet engagement à titre personnel. Mais au moins qu'on mouille le maillot au quotidien et qu'on ne soit pas juste passif, qu'on aille chercher l'information, qu'on aille sur les sites. On voit qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, il y a de plus en plus de journaux, il y a de plus en plus de podcasts et chacun apporte des éléments. On en parlait en amont, hein, mais typiquement les vidéos qui sont faites par les jeunes IHEDN sur des emplois. Je sais qu'il y a l'association de DefInsec qui fait des fiches, il y en a d'autres qui font aussi des fiches sur l'avenir, etc. Donc aller au contact de tout ça, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et je pense qu'il faut aller les consommer sans modération. Et comment on fait plus spécifiquement pour inciter à la jeunesse ou aux gens en particulier à s'intéresser à tout ce qui est de grandes questions géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, qui sont des sujets quand même qui sont considérés comme barbants par beaucoup de gens au final, sauf les gens qui sont vraiment passionnés. Mais tu vois ce que je veux dire côté, souvent en fait les gens s'arrêtent un peu froidement sur le constat final, si on peut dire ça comme ça. Ils ne cherchent pas à comprendre les tenants et aboutissants. Ils se disent on fait ceci ou on fait cela. Mais derrière, il n'y a pas vraiment quel est l'effet escompté, quel est l'effet recherché à la fin. Et c'est vraiment ça, là, finalement, l'important, c'est d'expliquer aux gens pourquoi on fait ceci. Déjà, quand on voit que le pourcentage de la population française qui soutient les armées dans certaines opérations, si on expliquait dès le début clairement pourquoi on fait cette opération, quel est l'effet recherché, est-ce que c'est la stabilité, la sécurité, le soutien des populations, reconstruire des infrastructures, type hôpital, arrivée d'eau, enfin il peut y avoir plein de possibilités, peut-être que déjà les gens soutiendraient un peu plus leurs armées. Actuellement, ce qui est souvent le cas au début, parce qu'on fait beaucoup de communication, et après souvent ça se perd un peu dans le temps, et malheureusement c'est là qu'on se retrouve à être un peu dans un ballottement d'entre-deux, et c'est, je pense, cette trajectoire de communication, de transparence, d'explication, de pédagogie qui est important pour la suite et pour la population au sens large. Je pense que ce manque il vient des institutions, ou est-ce qu'il vient des médias, ou est-ce qu'il vient du manque d'intérêt en fait des gens tout simplement? Je pense qu'il vient un peu de tout le monde finalement, sans tirer sur les médias, les politiques ou autres, mais finalement on voit bien que les médias sont de plus en plus dans la réaction, dans l'information on va dire court-termiste, de la réaction immédiate. On peut prendre le cas quand on allume maintenant nos deux grandes chaînes type BFM et iTélé, hein, finalement ils gèrent le problème du moment, ou en tout cas la polémique du moment, parce que finalement ça devient de plus en plus des polémistes à critiquer des actions ou des faits. On peut prendre l'exemple des drapeaux, on peut prendre l'exemple de pas mal de choses. Finalement, qu'est-ce qu'on entend vraiment actuellement de la campagne présidentielle si on parle de ça? Finalement, sur le fond, c'est peu de choses. Sur le comportement des uns et des autres, là par contre, on a beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'on a vraiment besoin, c'est d'expliquer aux gens, de les accompagner, de ne pas parler de tout ce qui est seulement mal, mais aussi de parler des initiatives. Et oui, c'est plus long d'expliquer. Ça ne prend pas 2 minutes, on ne peut pas dire 15 actualités sur un créneau d'une demi-heure, mais c'est ça derrière qui fait du sens. Et vraiment accompagner et expliquer aux gens, je pense que c'est vraiment la pédagogie avant tout. Ça, c'est une des missions d'Atlas aussi? Le rayonnement passe à travers ça. Actuellement, on cherche à expliquer, déjà nous trouver. C'est vraiment le but, déjà, rassembler les personnes qui s'y intéressent. Ça, c'est le cœur d'Atlas. C'est là que pour le moment, il n'y a pas d'action de rayonnement plus largement, on va dire. C'est vraiment nous et les autres membres qui commencent à graviter autour pour qu'on se retrouve. Et derrière, je pense que sur le temps, naturellement, il y aura des actions de visibilité. Comme j'ai dit, typiquement le débat. Finalement, le débat, nous, on aimerait bien, si possible, le mettre en live sur Internet parce que finalement, tout le monde va être intéressé par les questions et les réponses. C'est pour ça qu'on est en train de regarder pour s'accompagner de journalistes de défense en même temps. Pas qu'on n'est pas crédible, mais en même temps, naturellement, ils seront appuyés aussi sur les profondeurs et potentiellement les sujets qui font un peu mal sur les sujets défense, où ils ont une expertise qui est beaucoup plus grande, les journalistes de défense, parce que certains, ça fait 15 ou 20, 30 ans qu'ils travaillent dessus. Donc ils ont aussi la mémoire dans le temps. Si on me demande des questions sur la défense il y a 30 ans, ça serait assez compliqué pour moi d'approfondir les problématiques d'il y a 30 ans. Où est-ce qu'on peut se rendre pour trouver des infos sur Atlas? Actuellement, on a 3 canaux, donc Twitter,
Instagram et LinkedIn qui sont les 3 pages. On a aussi Facebook naturellement, mais on l'oublie un peu. Mais oui, on est aussi très dynamique sur Facebook. Facebook, c'est un truc de boomer, ça. Ça commence à avoir un peu de temps, mais il y a encore pas mal de choses finalement parce que beaucoup de gens ne veulent pas mélanger en fait les engagements professionnels. Typiquement, LinkedIn, pour eux, c'est du professionnel. Donc, ils ne veulent pas mélanger. Et par contre, ils préfèrent utiliser Facebook pour tout ce qui est groupe. Ça arrive encore. Et nous, c'est le choix qu'on avait fait au début, après consultation, où c'est Facebook qui a été retenu pour partager des informations sur des événements. Pour le coup, on a une cadence d'événements qui est assez forte. Donc, c'est le meilleur canal actuellement pour faire ces échanges. D'accord. Pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais partager, pour le coup, aux jeunes générations qui s'intéresseraient plus particulièrement à cet univers-là de la défense? Je pense que, premièrement, il faut être curieux. Enfin, de toute façon, on ne va pas dire que c'est un milieu où il y a beaucoup d'informations. On en retrouve de plus en plus. On voit bien que même la DGA vient de refaire son site sur le côté recrutement. Donc vraiment, aller vers les gens, chercher. Il y a des événements, il y a des acteurs. Les ministères font des actions de plus en plus de visibilité sur le recrutement, les trajectoires. La Fabrique Défense a été l'exemple parfait. On le voit bien, certes, il était à Paris le week-end dernier, mais en même temps, il y a eu plein d'actions au niveau régional avec des événements labellisés qui permettaient justement de rapprocher la population des armées, de leur présenter ce qu'ils font. Donc c'est vraiment déjà la rencontre, la curiosité. Et derrière, faut avoir peur de rien, il faut être audacieux, ne pas avoir peur d'oser, de demander à une personne comment tu as fait pour être militaire. Est-ce que c'est dur d'être militaire? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce qu'il y a des épreuves ou comment s'y préparer? Potentiellement la rusticité physique, le savoir. Beaucoup de choses sont à apprendre sur de la géopolitique, un niveau de langue qui est attendu, un niveau de mathématiques ou de préparation. Donc vraiment poser ces questions-là aux personnes qui sont passées par là. Ils pourront nous orienter. Et beaucoup de personnes en même temps se posent des questions sur souvent la question des parents. Est-ce qu'il y a on peut se faire employer facilement dans le monde de la défense? Est-ce qu'il y a des postes? Est-ce qu'il y a du travail, dit autrement? Et donc oui, il y en a, et oui, il faut pas avoir peur de se lancer. C'est un très bon conseil. Merci pour cet échange. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.